Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 31 de la 5e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles avec Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous les amis. Et tu es content Antoine de retrouver toute la communauté du samedi soir. Et puis après, parce que dans le chat, ça cause. Bonsoir. Ouais, effectivement, bonsoir à tous les amis du samedi soir. On est vraiment content que vous soyez là pour participer et on vous le dira jamais assez. Et puis je rappelle aussi à tous ceux qui sont là la semaine, il y a un véritable avantage à être là le samedi soir en direct. Vous n'avez pas de pub. Eh oui, parce que YouTube ne diffuse pas la pub quand on est en direct. Et ça, c'est un vrai avantage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à 21h tous les samedis soirs. Et puis comme ça, plus on est de fous, plus on rit, et on rigole quand même pas mal en émission. Parce qu'en plus, nous, on est là aussi sur le chat, donc on participe, on vous répond. C'est ça. Et puis il y a des spécialistes du jeu de mots aussi. Hein, c'est... Ils se reconnaîtront. Alors ce soir, je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire des jeux de mots avec nos deux sujets. Moi, je vais vous parler de dactyloscopie. Voilà, on reviendra dans quelques secondes. Essaiera de déterminer ce qu'est ce mot-là, si tu ne le connais pas. Et puis, quant à toi, Natacha, eh bien, tu vas nous faire une espèce de voyage de l'esprit. Voilà, comment est-ce qu'on peut voyager par l'esprit? Et en voyageant par l'esprit, d'ailleurs, on arrivera jusqu'au Pic de l'esprit, qui est le dernier ouvrage de Philippe Guillemant, qui est une bande dessinée, euh, voilà, initiatique, on va dire. Tu nous en diras plus dans quelques instants. Mais pour le moment, nous allons revenir à la dactyloscopie. Selon toi, bon, comme tu es très 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 culturé, tu vas forcément trouver de suite. Est-ce que ça ne serait pas le truc avec les empreintes digitales? Exactement. Vous voyez, je vous l'avais dit. Hein, un incollable. Dactylo, les doigts, scopie, l'étude. Donc la dactyloscopie, c'est l'étude des doigts et donc par définition l'étude des empreintes digitales. Et pourquoi est-ce qu'on va vous parler d'empreintes digitales ce soir? Parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé, auquel finalement je me suis réellement pas vraiment intéressé, à part dans quelques séries policières à droite à gauche. Mais là, il y a un article qui est sorti comme quoi l'IA, alors on met beaucoup de choses derrière l'IA, aurait fait une grande découverte par rapport à bien justement cette étude des empreintes digitales, grande découverte qui pourrait révolutionner la criminalistique, donc toutes les enquêtes qui pourraient advenir, voire même les cold cases, les enquêtes complètement éteintes qui pourraient être réactivées grâce à ce nouveau procédé que nous a imaginé l'IA. Mais avant qu'on aille là-dessus, sachant que dès que ça parle d'IA d'ailleurs, euh, in extenso, on essaiera de voir les risques derrière tout ça. Moi, je voulais refaire un petit peu d'historique, parce que du coup, je me suis un peu intéressé à, à cette étude des empreintes digitales. Est-ce que tu sais, Natacha, quand est-ce qu'est apparu ces premières études, quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à nos empreintes digitales? Ça, je ne le sais pas, mais je te pose moi aussi une question. Sais-tu, Antoine, qu'il y a des spécialistes des empreintes de l'oreille? Et sais-tu pourquoi? Eh bien, je suppose que c'est comme pour les empreintes digitales, chaque oreille doit avoir une forme unique entre la pointe de l'oreille, le lobe de l'oreille, le petit zigouigoui qui tourne, etc., l'épaisseur, voilà. Ouais, mais sais-tu pourquoi? Pourquoi? Pour dans la criminalistique ou dans autre chose? Alors, en criminologie, il y a des spécialistes de l'empreinte de l'oreille, tout simplement parce que vous avez des voleurs qui, avant d'entrer quelque part, vont coller leur oreille pour écouter ce qui se passe Hmm. dans un appartement, une maison, etc. Et donc, il y a des spécialistes de l'empreinte des oreilles. D'accord. Ils écoutent pas ça avec des stéthoscopes. Non, ils collent leur oreille.
Eh bien, écoute, je suis tout à fait d'accord avec ça, car figure-toi, très chère Natacha, que le fameux policier scientifique du nom de Locard, en 1910, a établi une loi, une règle, c'est que tout contact laisse une trace. Voilà. Et donc, effectivement, ça corrobore ce que tu viens de dire. Si tu colles l'oreille, tu laisses une trace, donc tu peux effectivement déterminer. Et c'est très sérieux, hein, ça s'appelle le principe d'échange de Locard. C'est un directeur comment dire, d'un cabinet scientifique qui était à Lyon dans les années 1910, qui a été le premier à créer un laboratoire criminel scientifique, un laboratoire de police scientifique, et qui a d'ailleurs eu son importance hein, dans toute ce qu'on appelle la criminalistique, hein, donc dans toutes les méthodes d'études pour pouvoir retrouver des preuves de délits, de meurtres, etc. Et c'est d'ailleurs lui qui a vraiment lancé la dactyloscopie, c'est-à-dire que pour répondre à la question que je t'ai posée tout à l'heure, les premières empreintes ont été, on va dire, étudiées avec un certain intérêt à la fin du 19e siècle, où on a commencé, t'as certains scientifiques ou certains médecins, alors j'avais noté par exemple Henry Fold en 1880, c'était un médecin écossais qui travaillait au Japon, qui a publié un article dans la revue Nature suggérant l'utilisation des empreintes digitales pour identifier, pour faire de l'identification criminelle. Donc, il l'avait pas encore mis en place, mais il avait déjà suggéré la chose. Il y en avait un autre, c'était un peu plus tôt, en 1858, c'était Sir William Herschel, qui lui utilisait les empreintes pour pouvoir euh, certifier des documents. Donc, ils n'avaient pas non plus encore inventé le système de vérification avec les empreintes. En tout cas, il s'est aperçu qu'il y avait des types d'empreintes distinctes et que en apposant une empreinte sur un document officiel, ça permettait après de pouvoir recomparer l'empreinte de celui qui l'avait posé avec celui qui venait réclamer, quoi, dire qu'il était propriétaire de ce document. Et c'est enfin Sir Francis Galton, en 1892, un anthropologue britannique, qui a publié le premier livre qui s'appelle Fingerprints, dans lequel il a établi les bases scientifiques de l'utilisation des empreintes digitales pour l'identification. Voilà, tu vois, c'est un peu plus d'un siècle un quart, on va dire, cette histoire. Enfin, en 1901, bien, c'est Scotland Yard en premier qui a adopté l'utilisation des empreintes digitales, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1910, c'est Locard en France qui a fondé le premier laboratoire scientifique pour pouvoir justement industrialiser cette méthode de recherche sur les empreintes. Alors comment ça fonctionne? Allez, on va partager tout ça. Ce soir, la professeur Station va vous expliquer comment fonctionne l'identification des empreintes, la dactyloscopie. Alors, quelles sont les règles d'identification par empreinte digitale? Et bien en réalité, en fait, il y a deux choses à identifier dans les empreintes digitales. Il y a les types de motifs. Alors les types de motifs, tiens, je vais te montrer ce que c'est. Tu ce qu'on appelle des boucles. Mmh. Ce sont des crêtes qui entrent d'un côté et qui sortent du même côté, formant une boucle. Alors, est-ce que par là on a des boucles? Celle-ci là, voilà, ça c'est une boucle par exemple. Elle rentre de ce côté, elle ressort de ce côté-là. Voilà. Il y a les verticilles, ce sont des crêtes qui forment un motif circulaire ou en spirale autour d'un centre. Donc là, on serait sur une verticille. Et il y a ensuite une arche. Les arches, ce sont des crêtes qui entrent d'un côté et qui sortent du côté opposé. Donc ce sont les plus courantes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les motifs. Mais les motifs, c'est pas suffisant pour pouvoir identifier, un doigt. Donc, on va s'intéresser après à, on va dire, à des niveaux beaucoup plus fins. Et c'est
Francis Galton, hein, qui est d'ailleurs le cousin de Charles Darwin, qui fut le premier à, à classifier les empreintes en fonction de leur forme, qu'on appelle les minuties. Donc dans les minuties, tu vois, il y a les bifurcations, les îles, les lacs, etc. Hop, je vais vous remontrer tout ça sur le schéma. Donc les bifurcations, par exemple, ce sont des pointes où une crête se divise en deux. Donc ici, on a effectivement une petite bifurcation, là, en Y. On en avait une plus haut tout à l'heure, on l'avait vu. Ici, là, c'est une bifurcation. Ensuite, il y a les terminaisons de crêtes. Ce sont des endroits où une crête se termine brusquement. Voilà, ça c'est une terminaison de crête ici. Voilà, il n'y a pas de Mhm. suite. Ok. Ensuite, il y a les lacs. Ce sont des espaces vides entre les crêtes. Alors, où est-ce qu'ils nous ont mis un petit lac? Ici. Ici, c'est un lac. Et enfin, il y a les îles. Ce sont des petites crêtes isolées. Voilà, ici il y a une île, ici il y a une île. Et après, il y a d'autres formes que je n'ai pas forcément notées. Les deltas, là, on comprend effectivement le nom de cette forme. Le noyau. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments vraiment caractéristiques qui vont permettre d'identifier une empreinte par rapport à une autre, parce que chaque empreinte, et ça c'est Sir Galton qui l'a déterminé, est unique. Donc sur nos doigts, en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait que nos 10 empreintes étaient uniques les unes par rapport aux autres. Alors, pour finir sur l'identification d'une empreinte, et après on reviendra sur l'unicité de, de ces empreintes. Comment, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, euh, on, on va donc photographier l'empreinte et on va ressortir l'empreinte de façon à avoir des tailles, des traits tout identiques et essayer de faire une espèce de petit squelette de l'empreinte digitale. Et sur ce squelette-là, on va pouvoir détecter euh, à peu près une centaine de minuties, on va dire, remarquables par rapport à celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Sur cette centaine de minuties, on va essayer d'en extraire une quinzaine, même 15 pour être précis, les 15 plus fiables. Et ce sont ces 15 minuties-là qui vont permettre de construire du coup le schéma de l'empreinte. Je ne sais pas si vous revoyez ces films policiers où effectivement il y a l'empreinte et puis tu as le policier qui entoure les petits points, hop, et puis après il construit une espèce de forme. Voilà. Alors pourquoi ces 15? Bien parce que en définitive c'est juste une histoire de stockage. Alors à partir de l'arrivée du numérique hein, sur les empreintes digitales, c'est-à-dire que si on stocke 15 minuties sur une empreinte, ça correspond à 240 octets. Donc, au début de l'informatique, 240 octets, c'était beaucoup. Aujourd'hui, ça ne représente plus rien. Mais c'est vrai que si on multiplie le nombre d'octets par le nombre de doigts, par le nombre de personnes qui ont les empreintes scannées, ça peut faire beaucoup. Et finalement, ces 15 points remarquables suffisent à déterminer l'unicité, en tout cas à déterminer une personne, même si parfois il peut y avoir effectivement des associations un peu malheureuses. Dans ce cas-là, après, l'algorithme ne suffit pas, il faut qu'il y ait une vérification visuelle par un humain, etc. Et on peut après vérifier, tout à l'heure je vous ai dit que on prenait juste les fils des empreintes, quoi, les fils des crêtes, et après on peut prendre l'épaisseur des crêtes pour les comparer, etc. Ça donne aussi des indications. Il y a plusieurs façons d'identifier les empreintes. Alors, du coup, c'est quoi la révolution qu'ils nous ont annoncée? Donc, c'est dans un article de Futura qui date du 6 avril, qui nous dit empreinte digitale, une découverte qui pourrait rouvrir des enquêtes policières. Car effectivement, à l'aide d'une intelligence artificielle qui a fait l'étude sur un nombre d'échantillons assez conséquent d'empreintes digitales, cette intelligence artificielle a déterminé que finalement,
les empreintes de nos 10 doigts, même si elles sont toutes uniques, elles ont des concordances qui fait qu'on peut en faire une famille. Et donc, à partir du moment où on a détecté votre empreinte de pouce sur une scène de crime et votre empreinte d'index sur une autre scène de crime qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, grâce à cette découverte de l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire le rapprochement entre les deux empreintes et se dire: «Ah, c'est le même criminel», tout simplement. Alors, aujourd'hui, la concordance, euh, en tout cas par rapport à ce que nous a sorti l'IA, on arrive à 80% de résultats positifs. Ce qui n'est pas encore suffisant pour pouvoir, on va dire, faire condamner quelqu'un, mais ce qui est assez suffisant pour pouvoir ouvrir des enquêtes et des contre-enquêtes et de pouvoir faire des recoupements. Parce qu'effectivement, les criminels ne s'amusent pas à laisser tout le temps des empreintes de la même façon un peu partout. Voilà. Donc, ça a surtout aujourd'hui, on va dire, un grand intérêt, c'est une révolution par rapport aux enquêtes, aux prochaines, aux futures enquêtes policières. Mais il y a d'autres développements. L'autre développement, eh bien, qui va intéresser plus de monde à aujourd'hui, c'est l'utilisation avec les smartphones. Parce que combien de vous êtes parmi vous à avoir enregistré votre pouce et puis finalement après c'est avec l'index ou alors avec l'autre pouce ou machin et puis ça s'ouvre pas, etc. Comme moi personnellement, je ne fais pas d'identification. Tu le fais toi, ton identification avec ton empreinte, Natacha? Oui? Pourquoi tu le fais pas, toi? Je vous l'expliquerai dans quelques secondes. Et ça marche bien, toi? Oui, ça marche bien, mais c'est surtout, c'est pour mon smartphone, c'est le visage, hein, qui est reconnu. Autrement, c'est sur mon ordinateur que je fais, la reconnaissance avec mon doigt. D'accord. Bon, eh bien, grâce aux avancées de cette IA, ça va venir se répercuter sur l'industrie et bientôt, il n'y aura plus besoin d'aller choisir le doigt avec lequel vous allez faire votre déverrouillage. Vous pourrez le faire avec n'importe quel doigt. Alors, je ne sais Alors, pas si c'est super révolutionnaire. Oui. juste 2 secondes parce que ça me fait vachement marrer quand mon téléphone ne me reconnaît pas. Je me dis: «Ouah, là, j'ai une sale gueule». Il veut pas, il veut pas. Et oui, si c'est une identification faciale, effectivement. Et ça craint, hein. Ça craint et il fait: «Visage non reconnu». Mais c'est Et toi? et je veux payer avec mon téléphone. Non, non, c'est pas vous. Mais Ouais. alors moi, pourquoi je le fais pas? Pour répondre à ta question. Ben, j'avoue, je suis un peu paranoïaque quand même sur ce procédé. Je suis un peu paranoïaque parce que je me dis: «Donner volontairement mes empreintes digitales à un système qui va les stocker et qui va en faire je ne sais quoi», c'est Mmh. le je ne sais quoi qui m'embête. Alors, j'ai quand même été me rassurer. Je me suis dit: «Bon, je suis peut-être paranoïaque pour rien», et effectivement, officiellement, je suis paranoïaque pour rien. Parce que, j'ai demandé, donc comment étaient, stockées justement, de façon, sécurisée les empreintes sur un smartphone. Donc, le chat, hein, que je t'ai déjà présenté, Natacha de Mistral IA, nous a expliqué que, en fait, sur les smartphones et les iPhones, vous avez ce qu'on appelle des enclaves sécurisées. C'est-à-dire qu'il y a une partie du processeur de votre téléphone qui est purement dédiée à l'utilisation, au cryptage de vos données biométriques. Et donc, ces données biométriques ne peuvent pas sortir de votre téléphone, ne peuvent pas être utilisées par d'autres applications et elles sont chiffrées. Donc, officiellement, elles sont complètement, sécurisées. Il n'y a pas de risque, que,
que ces données aillent ailleurs. En plus, il y a des audits de sécurité qui sont faits régulièrement pour vérifier que tel constructeur ou tel constructeur respecte bien les normes de sécurité et que, voilà, ça respecte en toute transparence, heu, votre, vos données biométriques et votre, identité. Bon, le problème, c'est que je suis un peu complotiste sur les bords et j'ai du mal à me dire, quoi dès qu'on me dit moi: «Citoyens, soyez tranquilles, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles». Je sais pas, moi j'ai un truc qui me fait pout, pout, pout. Ouais, ouais, je te comprends, ouais. Voilà, parce que en étant quand même un petit peu informaticien sur les bords, vraiment si je veux «hacker» entre guillemets quelque chose qui est sécurité, donc je suis constructeur d'un smartphone. Je vais dire: «Vous inquiétez pas, c'est sur une puce» et c'est vraiment sur une puce qui est, mise à part et cetera et que mais je pense que, c'est à la portée de n'importe quel informaticien dans une boîte de pouvoir transférer l'air de rien sur un mouvement, qui sera complètement, anodin ou, sur, tu vois, qui sera peut-être une fois comme ça, de façon aléatoire, donc du coup ça passera pour rien ou alors pour pouvoir tomber dessus, il faudrait vraiment analyser pendant des heures et des heures et des jours, le procédé. Ça va vers un serveur. Pour en faire quoi après? J'en sais rien. Mais tout ça, c'est peut-être que de la science-fiction, hein, les amis. Parce que je suis sûr, vous n'êtes pas aussi paranoïaques que moi. Et que finalement, il y a que Natacha qui met son nez, ses yeux, son visage et ses doigts partout sur son téléphone. L'empreinte de l'oreille pour ouvrir. Oui. Eh bien, écoute, moi j'ai été très intéressée par ta petite news parce que je me suis dit, on peut reconnaître finalement une forme commune, une trace commune entre nos différentes empreintes digitales. Est-ce que ça pourrait être la même chose entre nos différentes formes de pensée et de rêve? C'est-à-dire que tu vois, on fait différentes choses dans notre esprit, hein? Tu es d'accord? Quand j'étais jeune, j'aimais énormément imaginer des mondes, des choses. Donc moi, je me créais vraiment des mondes dans lesquels je me baladais, j'y vivais plein d'aventures et dans les rêves, c'est pareil, je vis, pas mal d'aventures et je me suis dit en écoutant ta news: «Tiens, c'est intéressant et parce qu'il pourrait y avoir une sorte d'empreinte qui soit reconnu dans les différentes formes de pensée de chaque personne. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est faite sur un phénomène fascinant, qui est ce voyage mental qu'on appelle le shifting. Est-ce que vous connaissez le shifting? Est-ce que tu vois de quoi je parle, Antoine? Non, voyage mental, oui. Le terme shifting, non, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, c'est en fait la capacité de passer volontairement donc de la réalité que tu as aujourd'hui à une expérience imaginaire, celle dont je viens de parler. Mais attention, c'est quelque chose d'un petit peu sympa. En tout cas, c'est quelque chose, dans lequel je me reconnais complètement parce que je sais pas pour vous les amis et je sais pas toi Antoine, mais moi quand je m'ennuyais profondément et ça m'est arrivé, j'ai créé un tas de mondes qui pouvaient être une vraie réalité et j'y allais, hein, il y a pas de souci. Je me souviens d'ailleurs d'une petite histoire, c'est une anecdote complètement personnelle où notre, professeure de français, madame je ne sais plus comment, nous avait demandé d'écrire, une petite histoire, sur, par exemple, une carte postale que l'on recevait et moi, je me suis mise à raconter toute une histoire où j'étais dans le feu, sur des bûches, je traversais des trucs, enfin bref, j'étais vraiment en exploration totale et j'échappais à des monstres, hein, sous forme de flammes et tout ça. Elle avait trouvé ça génial, mais elle m'a dit: mais oui, c'est très bien et Natacha, vraiment, je t'aurais mis une très, très bonne note, une excellente note, mais tu n'as pas mis que c'était une carte postale que tu recevais et là, je me suis dit:
Ah, c'est pas vrai. Ah, on s'arrête à ça. Et ben voilà. Alors que moi, j'ai créé toute une histoire qui est vachement intéressante, mais elle veut pas. Alors, imaginez, vous, que vous puissiez, comme certains le racontent, comme je viens de vous le raconter, vous transporter vraiment dans l'univers d'un de vos personnages préférés, d'un de vos films, d'Harry Potter, enfin vraiment quelque chose d'imaginaire. Alors, vous y vivez des sensations visuelles et sonores, presque tactiles, assez intenses, comme si vous y étiez vraiment. Et vous êtes en interaction avec l'un de vos héros préférés. Donc Le Seigneur des Anneaux pour toi, Antoine, qu'est-ce qu'on a en commun? On a La Porte des Étoiles, Stargate, enfin bref, vous y vivez tout un tas de choses, une histoire et vous la créez. Tu t'y vois, Antoine? Bah oui, forcément, je m'y vois à pleine balle. Et d'ailleurs, euh, alors, je pense que tu nous expliqueras comment faire ce shifting. Moi, je le faisais pas tel que tu l'as décrit tout à l'heure. J'étais plus, tu vois, dans les jeux de rôle. Et quand t'es dans un jeu de rôle, je parle du vrai jeu de rôle, c'est-à-dire Cthulhu, Donjons et Dragons, Légion Celtique, quoi, tout ce que vous voulez comme jeu de rôle. Clairement, tu te déconnectes, tu t'es avec tes amis autour d'une table, tu vois plus la table. Il y a des dés, mais tu vois plus les dés. T'as ton pote qui est en face, qui est un gros barbu en train de boire une bière, tu le vois plus, tu vois, il a pris une rôle d'une princesse, mais honnêtement, tu vois la princesse. C'est ça qui est cinglé. Et effectivement, sur le support du jeu de rôle, ben, ça correspond, je pense, à ce que tu appelles le shifting, où là, vraiment, il y avait, pouf, il y avait un gros basculement de la réalité, et tu te retrouvais dans la réalité qui a été décrite par le meneur de jeu, etc. Ouais, bah, c'est tout à fait ça. Et donc, en d'autres termes, ça s'appelle le shifting. C'est exactement ça. Il consiste à se déconnecter momentanément, comme tu viens parfaitement de le décrire, de notre réalité pour plonger du coup dans un monde, alors qui peut être fantastique, comme tu viens de le dire, et qui peut d'ailleurs être inspiré de la culture populaire. Tu viens parfaitement de le décrire. Et je vais te citer un autre exemple. Une jeune fille peut décrire comment elle se retrouve donc transportée dans un monde magique où elle vit une aventure immersive avant de revenir à la réalité. Elle peut se retrouver avec Harry Potter, elle peut se retrouver, c'est en fait, c'est l'exemple qui est décrit dans l'article dont je me suis, duquel je me suis partie pour vous parler de ce phénomène-là. Parce que je vous emmène petit à petit à d'autres voyages. Vous allez voir, il y a un petit côté surnaturel là-dedans. Il y a un petit côté paranormal. Alors après, je vais rentrer dans l'aspect technique du shifting. Donc, il s'agit, comme on l'a vu avec Antoine, d'un déplacement volontaire de notre état d'esprit, hein. Il ne s'agit pas d'une maladie où on basculerait dans un monde irréel. Non, non, c'est un déplacement volontaire. Donc, pour en profiter pleinement, il faut donc arriver à suspendre donc notre, notre intégrité, n'importe quoi, à suspendre notre incrédulité, l'incrédulité habituelle, c'est-à-dire accepter temporairement ce monde imaginaire sans remettre en question sa réalité. C'est ce que toi tu fais devant ton gros barbu, tu vois une princesse, c'est sûr. Enfin, gros, t'as pas dit qu'il était gros. Si, j'ai dit un gros barbu qui boit une bière, il se reconnaîtra. Ils sont- Donc, donc, comme tu vois, Antoine, vous le voyez, les amis, c'est un processus de désengagement qui peut être comparé à un voyage mental, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc, on laisse de côté ce qui se passe autour de nous pour se concentrer uniquement sur des images, des sons aussi, parce qu'on peut entendre des sons ou des sensations qui prennent vie là, dans notre esprit. C'est une autre réalité. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce phénomène n'est pas exclusif à l'être humain, du tout. Parce que vous avez des recherches récentes qui montrent que même des animaux comme des rats, par exemple, ou des souris, et peuvent également se désengager de leur environnement immédiat et puis voyager mentalement.
C'est hyper fascinant. Tu imagines ça, Antoine? Ouais, non, justement, j'ai un peu de mal. J'étais en train de me dire, mais comment des scientifiques ont réussi à déterminer que des rats ou des souris faisaient du shifting, quoi. Et alors, c'est super intéressant parce que si tu veux, ils ont enfin, ils ont fait dans leur protocole de recherche, ils ont fait en sorte de suivre le voyage mental d'un rat à travers un labyrinthe. Ce rat allait chercher une récompense. Et quand il trouvait sa récompense mentalement, il avait donc la récompense réelle. Donc, il pouvait manger. Alors, tu imagines que ces études nous aident bien évidemment à comprendre comment notre cerveau, en activant certains réseaux spécifiques, nous permet de naviguer entre différents modes d'activité. Parce qu'on a différents modes d'activité. On a d'ailleurs, je vous explique ça, allez, 3 secondes. On a 3 grands modes. On a le mode qu'on appelle l'exploitation, où on suit des routines, si vous voulez, voilà, bon, cadre un petit peu notre fonctionnement quotidien. On a l'exploration, quand on fait face à des nouveautés et puis on a ce mode dont je vous parle qui est le mode désengagé, qui est celui typiquement qui favorise ce type de voyage intérieur. Moi, ça m'interpelle quand même par rapport à notre époque. Je me demande si finalement le shifting, il n'est pas en train de disparaître de, des usages de tout le monde. Parce que finalement, c'était quand même très lié au fait qu'à un moment donné, tu te retrouves seul avec ta pensée et que ta pensée vagabonde et que tu puisses comme ça te projeter dans un endroit ou dans un autre de ton imaginaire. Aujourd'hui, vous l'avez tous constaté, dès que on a un instant de libre, cet instant de libre, c'est plus du shifting qu'on fait, c'est du scrolling. Et ton esprit, il vagabonde plus, il est complètement absorbé par ces images que tu fais scroller sur ton téléphone, et tu te retrouves plus jamais seul finalement avec toi-même. T'es tout le temps happé avec le téléphone ou les écrans, avec ce que vous voulez, hein, je prends l'exemple du téléphone, et du matin jusqu'au soir, même jusqu'au moment de te coucher, et où finalement, de plus en plus, les gens, au lieu de se poser, de méditer, continuent à scroller dans leur lit jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Donc est-ce que finalement ce shifting, pour reprendre cet anglicisme, est-ce qu'il n'est pas en train de tout bonnement disparaître des usages? Je trouve ta remarque fort intéressante. Figure-toi que j'avais une autre connaissance à vous donner. Sur, le fonctionnement cérébral. En fait, des chercheurs ont montré que quand on commençait à rêver, à rêvasser, pas à rêver en sommeil, simplement à laisser l'esprit se poser, vous avez différentes structures qui habituellement ne sont pas forcément en connexion, qui sont des structures un peu plus profondes, vont se mettre à se connecter et c'est, d'après la recherche, d'après les chercheurs, c'est de là qu'on pourrait avoir, des idées, complètement nouvelles, donc des créations. Donc notre créativité serait complètement liée au fait de laisser nos systèmes qu'on a vus tout à l'heure d'exploitation et d'exploration, un petit peu tranquilles de côté. Et je pense aussi comme toi que ce qu'on appelle effectivement ce shifting, il va être, favorisé par le fait de se foutre la paix, en gros. J'aimerais qu'on arrive à foutre la paix à nos enfants et j'aimerais qu'on arrive à se foutre la paix à nous. On se laisse tranquille. Quand il pleut, regardez les gouttes d'eau qui descendent, juste sur la vitre. Moi, combien de fois j'ai fait ça, simplement regarder les gouttes d'eau, sans volontairement vouloir imaginer des trucs, mais évidemment, ce sont des supports pour laisser un petit peu cet espace de conscience nous amener peut-être, différentes choses. Moi, je suis d'accord avec toi et donc pour résumer ce que c'est le shifting quand même, comme ça vous donne une petite idée. C'est une pratique qui nous permet de façon volontaire de quitter momentanément et tout est dans le momentanément parce qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la schizophrénie ou autre, hein. C'est momentanément notre réalité pour nous immerger dans un monde imaginaire
Alors, c'est en quelque sorte un voyage mental qui demande à la fois la maîtrise et la suspension temporaire, c'est ce qu'on a vu, du scepticisme. C'est-à-dire qu'on ne doit plus voir que cette réalité est là et on doit arrêter ce mode sceptique afin de profiter pleinement de l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler du nouveau livre de Philippe Guillemant. Tu l'as un petit peu regardé, Antoine, et j'espère que Philippe acceptera l'interview que je vais lui proposer sur notre chaîne et pour la revue Infinité. Parce qu'il a créé avec l'illustrateur Benoît Flamec, que je salue et que j'aime beaucoup aussi. Si vous allez sur ma chaîne, vous verrez, vous pourrez voir directement Benoît, qui est un illustrateur très talentueux, qui illustre souvent les livres donc de Philippe Guillemant, de notre ami Jean-Jacques Charbonnier, Romuald Le Terrier aussi, enfin vous verrez ça. Et on était allés ensemble, Benoît et moi, on avait participé à une TCH. Et vous avez donc sur ma chaîne une vidéo sur les coulisses de la TCH avec Benoît. Oui, d'abord on va présenter Philippe Guillemant. Philippe Guillemant, c'est un ingénieur physicien qui est diplômé de Centre Paris et qui est habilité à diriger des recherches. C'est quelqu'un qui connaît un petit peu la science, en tout cas beaucoup, beaucoup mieux que moi. Quand je dis un petit peu, évidemment, c'est une formule montrant ses connaissances assez vastes. Parce que, outre ses publications scientifiques sur la théorie de l'espace-temps flexible, ses travaux ont débouché sur de nombreuses innovations. Eh oui, mes amis, et ça lui a valu plusieurs distinctions, dont le cristal du CNRS. Alors, son livre j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé son dernier livre qui s'appelle Le Pic de l'Esprit. Ça m'a amené dans un univers très vaste. Alors, moi aussi, j'ai voyagé. Et vous allez donc vous imaginez un monde où les hommes auraient construit la matrice de la réalité sur une vaste plaine sans jamais soupçonner qu'au-delà pouvaient s'étendre d'immenses montagnes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, ce que je te propose, Natacha, on va montrer quelques images de la bande dessinée, et au moins justement cette plaine pour que les gens puissent bien se projeter et shifter vers le monde de Philippe Guillemot. Shiftons ensemble. Shiftons ensemble. Alors, vous avez au milieu, là, vous avez le parc de la pensée. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. C'est donc le monde, c'est la matrice de la réalité créée par les hommes. Et il y a tout autour d'immenses montagnes. Et parmi elles, le plus imposant, mystérieux et inspirant, c'est le pic de l'esprit. Vous voyez que dans ce monde, la réalité que l'on appelle, vous le voyez là, le parc de la pensée, est enveloppée d'une brume. C'est une brume qui est permanente. Et en fait, c'est une pollution mentale qui est générée par notre propre esprit. Et seuls ceux qui possèdent une lumière intérieure sont capables de percer cette brume pour découvrir des reliefs insoupçonnés. Là, c'est intéressant. Et une nouvelle dimension de la pensée. Alors, évidemment, là, on va retrouver, je vais pas tout vous raconter, mais par rapport à ça, on a quand même la médiascience qui impose le silence. Moi, j'ai retrouvé un petit peu la dynamique qu'on retrouve dans les livres donc de Philippe Guillemant. On voit qu'on impose le silence sur ces hauteurs inexplorées, préférant cacher bien évidemment ces reliefs à la vue de tous, au nom d'une lutte contre le dérèglement planétaire. Alors le résultat de tout ça, c'est une science sans verticalité et ce qu'on peut appeler un platisme de la pensée qui étouffe les forces créatrices de notre conscience, ce dont on parlait juste à l'instant avec Antoine.
Mais il y a de l'espoir, parce que l'aventure commence quand deux explorateurs, Luc et Phil, peut-être que tu peux nous montrer un petit peu certaines images. Là, tu nous montres, voilà. Alors, nous avons là Luc, que vous voyez ici. Et donc, Luc et Phil donc, décident de défier les codes établis. Alors, pour retrouver, parce que Phil disparaît, donc pour retrouver Phil, l'ami disparu de Luc, donc Luc va monter une expédition. Il va être accompagné de Suzanne, Nordine, Estelle. Estelle, c'est la blonde. Suzanne, c'est la brune. Nordine, c'est celui qui est en haut en bleu, là. Et Wesley, c'est celui qui est dans le truc rose. Donc, ils vont tous se lancer dans une quête qui va les confronter à des épreuves et puis, évidemment, des rencontres fantastiques. Mais je ne vais pas dire lesquelles parce que moi, ça m'a scotché. Alors, j'ai lu vraiment les théories fascinantes de Philippe Guimand. Je vous avoue que de temps en temps, j'étais un petit peu perdue. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour comprendre de quoi il s'agissait. Il va parler de rétrocausalité. Je ne sais pas si vous connaissez la rétrocausalité. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie au livre de Philippe Guimand et à ceux de Romuald Leterrier. Et je n'ai plus le nom du journaliste que j'ai pourtant interviewé, j'en suis désolée. Il travaille avec Le Terrier et puis Jocelyn Morisson? Jocelyn Morisson, bien sûr, sur la rétrocausalité. Et puis j'ai fait une interview de Cornelia Gauthier qui a fait tout un travail sur la rétrocausalité. Alors là, pour guérir, si ça vous intéresse, je vous renvoie sur ma chaîne. L'interview de Cornelia Hayé, j'ai en préparation celle de Jocelyn Morisson et Romuald Le Terrier. Alors, nos explorateurs, je reviens donc à nos explorateurs, ils vont devoir surmonter maints obstacles, mais vraiment des obstacles intéressants hein, par rapport, ça nous renvoie à nous-mêmes. Hein. Et ils vont poursuivre leur audacieuse expédition dans le territoire interdit de la pensée. Et puis, sur leur route, ils vont découvrir que grimper vers le pic de l'esprit élève leur conscience et que se diriger vers le nord accentue leurs émotions, que l'Est clarifie la brume du mental. Ils croisent même des gardiens, veillant à ce que les révélations de cette aventure-là ne bouleversent pas l'équilibre du parc. Parce qu'attention, il y a l'équilibre du parc qui doit être conservé. Je vous ai dit ce que c'était, hein, ce parc. Alors, du coup, ils vont arriver à un moment donné, sans vous dire toute l'histoire, ils vont être confrontés à plein de choses. C'est vraiment un voyage intérieur que l'on voit là. Et puis, je vous dis juste un petit morceau. Ils vont arriver devant un pont qui vibre. C'est assez important. Je vous dis pas plus que ça. Il faut juste parvenir à le stabiliser. Il faut être sans doute plusieurs pour ça. Et ils y rencontrent. Et là, je vous dis pas. Parce que si je vous dis, je vous spoil la BD, mais vous allez être scotché. Ouais. Vraiment. Et puis surtout que j'ai dû m'arrêter un peu avant le pont, parce que j'ai pas encore eu le temps de la lire complètement. Donc non, voilà, tu t'arrêtes, Non, ne nous spoil pas. bluffé, mais vraiment, moi, j'étais de bout en Ouais. bout. Oh, vraiment, il nous emmène vers quelque chose de très, très profond. Parce que Ouais, et puis c'est vrai que quand on connaît un peu les écrits ou les conférences de Philippe Guillemot, on connaît son vocabulaire, on reconnaît comment dire, les thématiques de ses pensées. Et vraiment, c'est un régal à lire. il faut voir aussi que le périple donc, de cette équipe un peu de choc, là, ils ont tous leurs compétences. Et vous verrez lesquelles, vous verrez pourquoi. Tout a du sens. Hein. Donc, ça dévoile quand même la théorie révolutionnaire de Philippe Guimand, de l'espace-temps, où la conscience, là, dans cette histoire, va reprendre sa place centrale dans la création de la réalité.
Alors moi je trouve que c'est un aspect de bande dessinée assez inédite, donc que nous a imaginé Philippe Guimand et puis illustré, comme je vous ai dit, par Benoît Flamec. Ça nous invite à repenser le monde, à explorer, j'en dis un tout petit peu, ça explore l'au-delà de nos perceptions habituelles, mais je me suis bien arrêtée sur l'au-delà. Vous verrez différentes choses que sur cette chaîne vous appréciez particulièrement. Et alors surtout, vous vous préparez avec ce livre-là, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, à être transporté dans un voyage où la science et finalement une certaine part de mysticisme, allez, je vais oser dire ça, se rencontrent pour réinventer donc ensemble le sens de la réalité. Et je vous laisse le découvrir. Donc, Le Pic de l'Esprit, c'est aux éditions Guy Trédaniel. C'est date de sortie prévisionnelle, c'est le 24 avril. Donc, il faudra encore patienter un tout petit peu avant de l'avoir. Mais vous pouvez déjà le précommander hein, sur Amazon, sur la Fnac. Et il est au prix de 24 euros. Voilà, tout est dit. Il va falloir conclure là, Natacha. On arrive à la fin de notre émission. Mm. Hmm. Mais déjà, je conclus en disant que j'ai apprécié un petit quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, il passera sur notre chaîne. Donc c'est bien, tu t'es complètement intégré à Miasme TV. Ah, je te Et, remercie. et j'apprécie, voilà, j'espère que vous appréciez aussi. Donc ça y est, elle fait partie de la famille, ça y est. Bon, il a fallu 31 épisodes hein, pour qu'elle y arrive, mais C'est vrai. Ah, j'ai dit ça. hmm, Bon, ouais. nous sommes associés. Et puis, tout ça pour nous faire faux bon la semaine prochaine, mais tant pis, voilà. Mais non, c'est absolument pas ça. C'est pour que vous ayez le plaisir et la joie de retrouver Amel. Et oui, bah bien sûr. Et on est vraiment très heureux de retrouver Amel, parce que connaissant Amel, je pense qu'elle va encore nous trouver une petite histoire fantomatique dont elle a le secret. À chaque fois, elle nous trouve un cas qui est assez exceptionnel. Donc voilà, j'ai aussi hâte d'être à la semaine prochaine et de te retrouver, Natacha, dans 2 semaines. Oui, quand même. Quand même. Prochaine. Reviens-nous pour le 33e épisode dans 2 semaines. C'est Ah, un symbole. c'est un symbole le 33. Hmm. Bon, mais on en reparlera dans 2 épisodes, les amis. On vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très très bon week-end, et puis à la semaine prochaine, donc pour Nuit numéro 32 avec Amel, et à dans 2 semaines avec Natacha pour le 33. Ciao ciao. Bisous. Oh, ma plante. Oh, ta plante. Vache. Quand est-ce que tu l'arroses? Oh. Oh oui, mais il a fait très chaud. Je l'ai arrosé, mais ouh, la pépette. Écoute, tu vas patienter 2 secondes parce que quand je vois des plantes comme ça, j'aime pas. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom.
Oh, mais la pauvre chérie, regarde. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bon, ça bifurque, hein, je suis désolé. Je On me suis- passe de la marche funèbre à la marche de l'empereur. Moi, je me suis arrosée. En plus, non mais ça se voit pas. Non, Ça se voit pas. Vu qu'on ne voit qu'à partir d'ici, donc ça se voit pas. on ne voit qu'à partir d'ici. Bon, allez. On est Ah, parti. on est parti. Je le fais bien le professeur Station. Ouais, ouais, tout à fait. Merci. Ah ouais. Tu dis? Ouais. T'as plus rien à dire? Oh mince. Dis tout de suite que je suis une grande bavarde. Pas du tout. Pas du tout.